Monsieur le député, cher Alexis Corbière, Madame la sénatrice, chère Corinne, Monsieur le consul général du Mali, Monsieur le vice-consul du Mali, Monsieur le maire de Noisy-le-Sec, cher Olivier, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le capitaine, commandant de la 24e compagnie des sapeurs-pompiers de Paris, Monsieur le commissaire général, chères Montreuilloises, chers Montreuillois, citoyennes et citoyens de la République. Bienvenue chez vous, dans notre maison commune, la mairie de Montreuil. C'est un grand honneur pour la municipalité et pour moi de vous accueillir et de vous dire le plus simplement du monde que nous sommes heureux de vous servir. Au nom de la municipalité, je veux vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année de santé, d'amitié, d'amour, de réussite dans vos projets, pour vous, pour vos proches, pour celles et ceux que vous aimez, et pour notre commune, pour notre communauté, Montreuil. C'est une année particulière pour la vie municipale. Nous sommes appelés bientôt aux urnes et la loi contraint strictement ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire ici. Je ne peux donc pas vous parler de l'action passée de la municipalité, ni de son action présente, ni encore moins de nos projets. Mon propos sera donc différent. Je veux vous parler de l'état du monde occidental. Car nos démocraties produisent depuis quelques années maintenant des choses qui méritent qu'on s'y arrête. Je voudrais résumer une partie de la situation. Les États-Unis d'Amérique dominent le monde pour le moment. Si on ne regarde que le plan militaire, ils dépensent chaque année près de 1 000 milliards de dollars pour leur armement. C'est-à-dire qu'à eux seuls, les Américains représentent à peu près 40% des dépenses militaires de la totalité des 195 pays du monde. Sur 195 pays que compte la planète, 194 pays représentent 60% des dépenses, quand un pays en représente 40%. Cela mérite, je crois, que l'on regarde avec des yeux objectifs à qui sont confiées aujourd'hui les clés de la plus grande concentration d'armes, de bombes et de puissance de destruction que l'humanité n'ait jamais connue. Le président Donald Trump nous a souvent semblé, à nous, Européens, être un personnage instable et au fond un peu ridicule. Et pourtant, cet homme a patiemment construit ce qu'il faut appeler la plus grande organisation fasciste depuis que le monde ait connu la Seconde Guerre mondiale. Il est entouré de gens parfaitement déterminés à faire une chose simple, assurer la suprématie de l'extrême droite blanche américaine sur la totalité du monde. Quand je dis ça, certaines ici sont en train de se dire « il exagère ». Stephen Miller, le plus proche conseiller de Donald Trump, un des hommes les plus puissants du monde, directeur adjoint du cabinet de la Maison-Blanche, s'inspire aujourd'hui directement d'Hitler dans ses discours.
Je ne parle pas suffisamment bien allemand pour m'en assurer par moi-même. Je ne fais que vous répéter ce que nous confirme un grand traducteur de la langue allemande du Goethe-Institut, qui a notamment traduit entièrement Mein Kampf pour les besoins d'un projet de recherche universitaire. Une partie du discours qu'a prononcé aux États-Unis l'un des hommes les plus puissants du monde il y a quelques semaines est calqué mot pour mot sur un discours prononcé par Goebbels en 1934. Est-ce que vous savez, est-ce que nous pouvons imaginer qu'aujourd'hui aux États-Unis, comme en Russie depuis des décennies, des listes de mots sont dressées pour être interdits? Écrire des mots comme réchauffement climatique, homosexualité, féminisme, trans, identité à l'université comme dans l'administration américaine est passible de renvoi pur et simple. Des milliers de chercheurs et de fonctionnaires ont été renvoyés pour ce motif. C'est pareil pour les livres. Je ne sais pas si vous le savez, mais plus de 10 000 livres, 10 000, ont été tout simplement interdits et retirés des bibliothèques et des établissements scolaires. Vous vous en doutez, il s'agit d'ouvrages sur la sensibilisation au racisme et à l'antisémitisme, aux droits LGBT, des livres qui parlent de l'histoire de l'esclavage des États-Unis, des inégalités entre les genres, ou tout simplement de grands classiques de la science-fiction, comme 1984 de George Orwell, longtemps interdit également en Union soviétique, qui est désormais interdit dans les bibliothèques américaines. Les mots sont des pistolets chargés, écrivait Jean-Paul Sartre. Eh bien, savez-vous que des pistolets américains ont été vidés en toute impunité par une organisation appelée ICE sur des civils non blancs dans ce pays? ICE, c'est ce que l'on appelle la police anti-immigration. Ce n'est en réalité pas une police du tout, même si la plupart des médias ici utilisent ce terme parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe là-bas. ICE, c'est une force armée, gérée par le gouvernement fédéral, dotée par le président Donald Trump, qui recrute et arme à tour de bras des gens comme vous et moi. Enfin, presque. Elle compte aujourd'hui près de 20 000 agents qui organisent des raids, des rafles et terrorisent les populations non blanches partout sur le territoire américain. Vous en avez entendu parler il y a quelques jours, quand leurs agents ont tiré à bout portant dans le dos et dans le crâne d'une poétesse et militante de gauche à Minneapolis. Alors je vous passe ici le Venezuela, le Groenland, le Mexique, la Colombie, toutes les terres et tous les peuples que cet impérialisme souhaite soumettre et confier à la gestion de ces entreprises pétrolières. C'est comme ça que l'on conjugue toutes les occupations. L'occupant provoque un coup d'État, humilie le peuple et trouve parmi les dirigeants celles et ceux qui, devant l'humiliation, en échange d'une petite tranche de pouvoir, choisissent toujours la collaboration. Le pays occupé devient un État-entreprise qui ne sert qu'à alimenter l'occupant en richesse pour lui permettre de continuer son expansion. En langage colonial, on appelle ça un protectorat. En Palestine, à Gaza et en Cisjordanie, en Ukraine, au Venezuela, en Iran, le seul chemin pacifique durable consiste à reconnaître le droit fondamental des peuples à décider d'eux-mêmes. La Charte des Nations Unies n'est pas un joli texte décoratif
C'est une pierre fondamentale de la construction de la paix mondiale. Et à chaque fois, par exemple, qu'en Irak, ou en Libye, ou en Afghanistan, ces principes ont été méprisés, des immenses catastrophes humaines se sont produites. Alors oui, aux USA, à travers l'interdiction de mots, de livres, à travers l'expansionnisme territorial, l'indifférence aux droits humains, la force comme seule loi de la politique, l'installation de milices paramilitaires, la destruction des contre-pouvoirs, notamment judiciaires et universitaires, cheminent ce qui constitue dans l'histoire récente les fondamentaux d'une organisation fasciste de la société. Nous sommes ici les citoyennes et les citoyens d'une vieille république qui plusieurs fois déjà a connu le renoncement de ses dirigeants, les poussées de haine en son sein, l'intervention directe des industriels dans les médias et dans la politique pour pousser à la haine et la division du peuple. Je suis membre d'un parti très ancien, un parti dont l'histoire a affûté le regard sur les logiques de domination et sur la façon dont les crises économiques, les crises du capitalisme, les crises de devenir de nos sociétés alimentent les divisions et les fractures chez les peuples. Nous y voilà à nouveau. Immigration et islam sont devenus les deux grands paravents de la soumission et du refus de donner à la France et à notre Union européenne la direction d'indépendance agricole, industrielle, scientifique, militaire, commerciale, financière, fiscale, qui seule peut garantir nos libertés et notre redressement collectif. Nous sommes au point où les valeurs se renversent, où des gros malins se présentent à la télévision et croient habiles de se soumettre sans cesse à la brutalité et nous expliquent que la soumission à la force et à la brutalité est une marque d'intelligence et de courage. Quant à moi, je pense que la politique ne vaut rien, vous m'entendez, ne vaut rien si elle ne recherche pas à résoudre les problèmes du temps en élevant l'humanité. La politique ne devient qu'un misérable jeu si elle ne cherche pas les moyens d'une humanité plus grande, plus juste, plus responsable. Et nous sommes à ce point que nous avons déjà connu dans notre histoire, où une partie de la classe politique, et malheureusement du peuple, est en train d'accepter de renier toute ambition d'une gestion commune et juste des problèmes du monde. Nous vivons ce moment que nous avons déjà vécu dans notre histoire, où l'humanisme risque pour un temps de disparaître de l'horizon de la vie politique. Citoyennes, citoyens, amis, la fidélité à la République est en soi un programme politique aujourd'hui. Voir en chaque enfant qui naît, non pas une couleur de peau, une origine ou une religion supposée, mais la promesse d'une humanité plus grande et plus pacifique est un programme politique. Vouloir que la politique de la France et de notre Union européenne contribue à lutter contre le réchauffement climatique pour éviter que les extrêmes chaleurs détruisent des nations entières et des centaines de milliers d'espèces, pour réaliser ainsi le programme urgent de l'espèce humaine pour préserver son devenir,
est une fidélité à la République, en tant que la République n'a de sens qu'au service d'une idée plus grande de justice universelle. Vouloir que la France et que l'Union européenne puissent maîtriser librement leur destin agricole, industriel, militaire, commercial, scientifique, est une fidélité à la République, car sans indépendance, aucun peuple n'est libre. Vouloir que la France et notre Union européenne maîtrisent leur fiscalité, tant il est vrai que jamais dans l'histoire du monde, les inégalités de revenus n'auront été si importantes, est une fidélité à la République, car si quelques individus peuvent décider par l'argent à la place de tous, alors la République n'a plus de sens. Vouloir que le débat public de la France et de l'Union européenne ne soit pas dirigé par des algorithmes américains ou chinois, et d'autre part par des médias placés sous la direction directe de puissances industrielles qui sont au service d'un projet d'extrême droite, est une fidélité à la République, car nous avons droit à l'indépendance de notre débat public, à la fois des puissances étrangères et de l'argent. Citoyennes, citoyens, amis, nous avons mieux à faire que faire la courte échelle à la haine. Nous avons mieux à faire que d'abdiquer nos libertés et notre démocratie. Nous avons mieux à faire que d'humilier notre humanité commune. L'avenir est dans la reconnaissance de l'unité du genre humain, de notre lien avec la nature, de notre génie scientifique, technique, créatif et artistique, de notre capacité infinie à nous relier et à raisonner les uns avec les autres, les uns grâce aux autres. Ici, personne n'a besoin de savoir seul construire un avion, une radio ou de savoir soigner toutes les maladies. Nous avons construit un monde fondé sur la coopération où chacune et chacun participe de l'immense chaîne de savoir-faire et de connaissances qui nous relie à l'ensemble de l'humanité. Chaque grainerie, chaque vêtement, chaque parcelle du savoir humain nous relie à toute l'humanité depuis ses origines et à l'immense capacité de notre espèce à produire une culture et un savoir commun. La violence n'est pas un projet politique. La coopération est un projet politique. La domination n'est pas un projet politique. L'émancipation est un projet politique. L'ignorance n'est pas un projet politique. L'éducation est un projet politique. Et c'est à mon sens justement ce que Montreuil montre chaque jour par une organisation concrète de notre vie collective. Quand une famille décroche, quand un enfant va mal, quand une personne s'épuise, elle peut s'appuyer sur ce que nous avons patiemment construit, des services municipaux, des associations, des centres de santé, des équipes éducatives. C'est cela le miracle Montreuil, un filet collectif assumé. Je suis tombé, il y a quelques mois, un ou deux, sur un article qui reprend le classement des villes de France les plus associatives. Montreuil est parmi les 3 villes de France dans lesquelles la population est la plus engagée. Bravo à vous! Bravo aux bénévoles! Car les Montreuilloises et les Montreuillois sont en France celles et ceux qui font le plus pour les autres
Et je crois pour une raison simple, c'est que si nous en sommes plus heureux, chaque bénévole en est aussi plus heureux. On est mieux connecté aux autres, on est mieux quand on coopère, on est mieux quand on s'engage. Ce qu'il y a derrière ce réseau, cette toile associative ultra développée, c'est simplement des centaines d'associations, des milliers de bénévoles, des dizaines de milliers d'heures données chaque année pour l'aide alimentaire, l'accès aux droits, les cours de français, la culture, le sport, la santé, l'accompagnement des familles, l'accueil des femmes victimes de violences. Ce réseau travaille avec le service public en complémentarité et constitue en quelque sorte l'infrastructure sociale de la ville, un grand cœur composé de milliers de cœurs. Et ce système ne fonctionnerait pas sans un autre levier fondamental, le logement. À Montreuil, le choix a été historiquement fait de considérer le logement non pas comme une marchandise, mais comme un service public. Montreuil a fait le choix du logement social au cours des décennies qui viennent de s'écouler. Et malgré toutes les difficultés, toute la diversité sociale et humaine, la diversité de notre nation peut vivre sur notre territoire et construire par là une vie commune, une culture commune. Je veux dire également qu'après des années de travaux, l'association AFG Autisme vient d'ouvrir à La Boissière un centre de prise en charge d'enfants atteints de troubles autistiques sévères. Des enfants que jusqu'à présent personne ne prenait en charge, ni l'école, ni l'État, ni personne. Une maman m'a interpellé il y a quelques jours pour me dire à quel point ce centre avait changé sa vie. Elle ne pouvait plus travailler, plus sortir. Elle était dans l'impasse, dans la solitude, dans la difficulté avec son fils, sans connaissance, sans partage avec qui que ce soit. Aujourd'hui, cette femme a pu reprendre le travail, elle a pu retrouver sa vie et son enfant, et enfin trouver un endroit qui la comprend et qui l'accepte. Ce que je veux vous dire, c'est que derrière ce que cette mère m'a dit, il y a une chose à entendre, que sa famille avait pu reprendre sa vie là où elle était arrêtée. Voilà ce qui se produit quand une politique locale ne soigne pas seulement une situation, elle libère des vies. De la même façon, une maison de naissance associative ouvrira prochainement à Montreuil, à côté de notre fantastique maternité de l'hôpital intercommunal. Ce lieu permettra aux femmes qui le souhaitent d'accoucher autrement, dans un environnement non médicalisé, accompagnées par des sages-femmes en lien avec l'hôpital public, dans le respect de leur corps et de leur choix, et avec une prise en charge égalitaire obtenue du ministère de la Santé. En clair, c'est la première maison de naissance de Seine-Saint-Denis ouverte à toutes et à tous qui ouvrira à Montreuil. Ce sont des exemples que j'essaie de raconter, notamment parfois sur les réseaux sociaux avec la Minute Mère, qui montrent une chose simple. Montreuil est une ville de résistance par les faits, par les actes. Et en tant que municipalité, en tant que maire, je ne suis qu'un rouage d'une immense chaîne d'organisation, d'échanges, de partage, de soutien, et pourquoi ne pas le dire, d'amour, que vous formez au quotidien. Vous tissez, Montreuil tisse une toile de solidarité qu'une vie entière ne pourrait suffire à décrire. C'est, je crois, exactement comme cela que sont faites les communautés humaines qui fonctionnent par le service de chacun, à sa mesure, à la collectivité, et cela vaut
à toutes les échelles. Et quand on nous explique qu'il n'y aurait plus d'espoir dans le pays, parfois je me retiens de dire « Regardez Montreuil ». Car ce que nous vivons n'est pas une exception folklorique. Ça existe, ça fonctionne, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Et ce que nous faisons ici, nous pourrions le faire à l'échelle du pays. Il ne vous a pas échappé que la France s'apprêtait à voter pour ses maires, peut-être pour ses députés, et dans quelques mois, en 2027, pour élire son président. Et alors que le risque est grand de voir la France basculer aux côtés des États-Unis, de la Hongrie, de l'Italie, du côté de l'extrême droite, à mon sens par la faute directe du président de la République, et de la complicité de quelques industriels en faveur de l'extrême droite et de la lâcheté de la plupart, je voudrais vous dire une chose simple. Vous êtes toutes et tous essentiels à notre vie commune. Chaque être humain, quelle que soit sa couleur de peau, son pays d'origine, son Dieu, ses préférences amoureuses, restera ici à Montreuil reconnu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Nous portons collectivement, avec d'autres collectivités comme la nôtre, un héritage d'humanité. Avant de conclure, je veux féliciter de tout mon cœur ceux qui nous ont fait vibrer ces dernières semaines, ceux qui lundi sont retournés à leur travail de plombier, de boulanger, d'animateur du service jeunesse, ceux qui ont fait placer Montreuil sur la carte du football français, ceux qui nous ont réunis et qui, comme me l'a confié un pompier de Montreuil lundi matin, ont incarné l'esprit de notre ville. Je veux parler des joueurs, du capitaine, des entraîneurs et des dirigeants du FC Montreuil. Bravo, merci, vous avez porté fièrement les couleurs de Montreuil. Et je vous présente Abdoulaye, le président du club du FC Montreuil. Bon bah écoutez, déjà merci à tous. Ça nous touche énormément d'avoir vu toutes ces dernières semaines l'engouement et la ferveur qu'il y avait derrière le club. Et c'est un peu comme ce qu'a dit monsieur le maire. Montreuil, c'est ça aujourd'hui. C'est une ville de travailleurs, c'est une ville qui se soutient. Et nous, c'est vrai qu'au club, on a senti énormément de soutien de toute la ville, de tout le monde. Et c'est ce qui nous a permis de réaliser cet exploit historique. Donc, encore une fois, merci à tous et merci beaucoup. Vive Montreuil, vive la République, vive la France. Merci à vous, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci à vous, merci d'être là. Merci à vous. Avant de vous laisser, j'aimerais remettre 4 médailles de la ville à 4 personnalités particulières, 4 collectifs particuliers et qui ont apporté beaucoup à notre commune. D'abord, j'aimerais inviter celle qui a contribué à créer notre salon du livre de la jeunesse de Montreuil. Celle qui, la première,
avec nos centres de loisirs de Montreuil, a contribué à amener le livre auprès de nos enfants il y a maintenant plus de 20 ans. Celle qui a lancé la grande aventure de la formation des animatrices et des animateurs des centres de loisirs à la lecture auprès de nos enfants il y a 20 ans, et celle qui aujourd'hui a décidé avec nous de reprendre le flambeau du livre dans nos centres de loisirs. J'appelle Rolande Cosse. Merci, monsieur le maire, pour cette médaille. Mais elle ne va pas qu'à moi. Elle va à tous ceux qui m'ont aidé et qui ont travaillé avec les enfants, auprès des enfants des centres de loisirs, dans les ateliers de lecture-écriture, où nous voulions donner le plaisir de lire et d'écrire. Et je dirais qu'elle va aussi à toute l'équipe qui aujourd'hui rouvre et recommence cette belle aventure des ateliers de lecture-écriture auprès des maternelles, auprès des enfants primaires, dans les centres de loisirs montreuillois. Cette médaille est aussi pour eux. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. À présent, j'aimerais remettre, à titre à la fois personnel et collectif, la médaille d'honneur de la ville au collectif des libres parleurs, celles et ceux qui accompagnent nos lycéennes et nos lycéens chaque année, notamment avec Clément Viktorovitch et toute l'équipe qui les forme à l'éloquence, qui les forme à l'expression de leurs pensées, qui les forme à l'expression de leurs convictions et de leurs valeurs. Et donc j'appelle Raphaël Martin et l'ensemble du collectif. Merci beaucoup. Et je crois qu'il y avait une petite vidéo. Magnéto, Serge ? Montreuilloises, Montreuillois, bonjour à toutes et à tous. Navré de ne pouvoir être parmi vous en chair et en os. Je suis hélas retenu loin de l'Île-de-France pour la tournée de mon seul en scène, L'Art de ne pas dire. Et j'aurais aimé être des vôtres aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie dans laquelle le maire de Montreuil, Patrice Bessac, a décidé de rendre hommage et de mettre à l'honneur les libres parleurs de Montreuil, le concours d'éloquence des lycéens et lycéennes de la ville. Les libres parleurs de Montreuil, c'est un projet que Patrice Bessac a initié il y a maintenant plus de 6 ans, en 2019, qu'il m'a confié, dont je me suis occupé, que j'ai coordonné pendant des années. J'ai passé le relais désormais, c'est ma consoeur Raphaël Martin qui s'en occupe au quotidien. Mais je continue moi-même de m'investir dans cette aventure qui me tient très à cœur. Pour tout vous dire, parmi tous les projets auxquels j'ai eu l'occasion de contribuer, c'est sans aucun doute l'un de ceux dont je suis le plus fier. Déjà parce que je pense qu'il place la rhétorique au bon endroit. Nous portons une idée de la rhétorique qui est celle d'un savoir et d'un pouvoir partagé. Amener les citoyennes et les citoyens de demain à pouvoir porter leurs propres paroles, faire entendre leurs idées, leurs propositions, leurs points de vue, leurs témoignages. Je pense que c'est un bel idéal et je suis heureux de voir qu'il s'exprime dans ce projet. Et puis aussi et surtout, il me semble qu'on a montré au fil de ces années combien est-ce que les lycéennes et les lycéens, quand on leur donnait la parole, eh bien, ils et elles avaient des choses à dire, des choses poignantes, émouvantes, fortes, intelligentes, précises, et des choses de surcroît qu'ils et elles ont dit avec une telle virtuosité, une telle beauté, une telle justesse, que ça en a été chaque fois bouleversant. C'est un projet magnifique, je suis très heureux de pouvoir encore y participer, et j'ai grand hâte de vous retrouver, non pas aujourd'hui, mais dans quelques mois, à l'occasion de la grande finale de l'édition de cette année, dans laquelle, j'en suis sûr, nos lycéennes et nos lycéens vont à nouveau nous épater et faire porter haut
leurs verbes et leurs paroles. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter et nous souhaiter pour ce bel événement. À bientôt, Montreuilloises et Montreuillois. J'espère vous voir lors de cette grande fête de la rhétorique organisée par la belle ville de Montreuil. Merci beaucoup. Merci encore au collectif des libres parleurs. Merci de votre travail et de votre engagement. Merci à vous. On fait une petite photo, pardon. C'est pour le journal. Un très beau journal, le Montreuillois. Tous les 15 jours. Merci à eux. La troisième personne à laquelle j'aimerais rendre hommage, c'est un homme, un Montreuillois, qui a été aux côtés de Notre-Dame de Paris pendant toute sa reconstruction. Il a été de ces chevilles ouvrières qui, du début jusqu'à la fin de la reconstruction du chantier, a escorté les chefs d'État, les mécènes, les VIP, s'est assuré de la sécurité du chantier, de la coordination des centaines de personnes qui y étaient impliquées. Le 15 janvier 2025, il est devenu chevalier de l'Ordre national du mérite par la décision du président de la République. Nous pensons qu'il lui manquait une médaille, celle de la ville de Montreuil. Je vous demande d'accueillir Abdelkader Chaibi. Merci à vous. Merci. Vous voulez me dire quelques mots ? Bonsoir à tous. Bon, je n'ai pas l'habitude de faire des discours. Nous, on se trouve plutôt du côté de l'ombre, dans la sécurité. Mais en tout cas, merci à la ville, merci à Montreuil. C'est grâce à elle que j'arrive là aujourd'hui. J'espère que mon parcours sera exemple de tous les jeunes issus des banlieues. Et ce serait une fierté pour moi. Et encore une fois, merci à vous. C'est vraiment une médaille honorifique. Comment dire ? C'est un moment très émotionnel pour moi de la recevoir ici, dans la ville où j'ai grandi. Merci à vous. Merci. Le dernier collectif que nous souhaitons remercier ont aidé entre l'automne 24 et l'été 2025 1056 personnes qui ont franchi la porte d'un des cours de français dispensés par la ville ou par une des 11 associations partenaires. Dans les 11 lieux de permanence d'écrivains publics, ils sont plus de 3000 personnes à être reçus chaque année. Ils et elles sont bénévoles de l'enseignement du français et écrivains publics. Ils font partie d'un des tout premiers réseaux nationaux de France, des communes de France en matière d'accès à la langue française et d'écrivains publics. Ils sont une partie de l'histoire de Montreuil, de sa fierté et de son avenir. Je vous demande d'accueillir généreusement les bénévoles de l'enseignement du français et les écrivains publics de Montreuil. Vous voulez dire un mot ? Alors tout le monde ne pourra pas parler, mais est-ce qu'il y a une personne qui veut dire un mot ? Allez. J'ai envie de dire que je suis très touchée par cette remise de médaille. C'est une reconnaissance de l'engagement des écrivains publics et je pense qu'effectivement, face aux difficultés des démarches
le groupe d'écrivains publics est très motivé, engagé pour accompagner, pour aider les personnes, pour qu'elles aillent au bout de leur démarche. Voilà. C'est donc une reconnaissance, mais ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que cette reconnaissance de la part de la ville, moi je l'ai rencontrée dès que j'ai émis le souhait de faire des permanences d'écrivains publics. Quand j'ai pris contact avec la ville, oui, on pouvait avoir un bureau à disposition, oui, un ordinateur, un téléphone, une imprimante. Et puis aussi, il y avait des réunions d'écrivains publics pour pouvoir échanger. Et puis, on allait vous proposer des formations. Enfin, c'est bon. Et en plus, moi, je fais mes permanences au Centre Espéranto. Et je rencontre là une équipe qui est accueillante, très appréciée des usagers. Enfin, je m'y sens tout à fait reconnue, aidée. Voilà. Et donc, j'ai l'impression que tout ça, ça fait un ensemble cohérent. Et ben, c'est super. Moi, je représente tous les bénévoles qui enseignent le français. Et je pense que ça a un impact important socialement, de façon personnelle, de façon humaine, de façon sociale. Et c'est un enrichissement très très fort, même pour ceux qui enseignent. Voilà, je voulais juste partager ça je pense au nom de nous tous. Et merci. Si vous en êtes d'accord, je vous propose de faire une dernière salve d'applaudissements pour tous les bénévoles de Montreuil et pour les agents du service public. Vive Montreuil, vive la République, vive la France. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.